Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan a perdu au San Siro face à Naples 1-0. But à la 49e minute de Politano sur un service de Zielinski. Rebic a également pris un carton rouge à la 92e minute après quelques insultes proférées en direction de l'arbitre. Carton rouge direct pour l'attaquant croate. Pour en discuter aujourd'hui et faire le débrief de cette rencontre, j'ai à mes côtés Marco. Salut Marco. Salut à tous. Et je reçois un tweetos, un fan du Milan, Ibralista, qui a changé depuis peu sur Twitter. C'est quoi maintenant ton compte Twitter? C'est Culo Milan maintenant. Voilà, donc vous pouvez aller suivre Culo Milan, c'est Ibralista, l'ami. Donc voilà, on reçoit Ibralista. Très content de te recevoir en tout cas. Salut à tous, je suis aussi très content d'être ici. Donc voilà, on va débriefer cette défaite, un match où Milan ne fait pas une bonne affaire puisque elle pouvait distancer les Napolitains de 12 points. Mais c'est finalement du coup Naples qui l'emporte et qui revient à 6 petits points de l'AC Milan. Au classement, l'Inter prend le large avec 9 points d'avance sur l'AC Milan. La Juve compte plus qu'un point de retard avec un match de retard sur les Milanais. Milan comptabilise 56 points. Seulement, du coup, 6 points d'avance sur Naples et la Roma qui sont à 50 points et qui sont les deux équipes au bord des places pour la Ligue des Champions. On va tout d'abord faire un point du coup sur le match. Marco, comment as-tu trouvé la prestation des Milanais? Moyenne, très moyenne. Je pense que voilà, le mot qui va résumer ce match, c'est très moyen. En fait, on avait des bonnes phases de jeu, on a eu de bons échanges. Finalement, en soi, dans le fond, c'était pas extrêmement mauvais. Mais le problème, c'est que on est une équipe qui joue sans attaque. On a un Leao qui est à contre-courant devant et aucune animation offensive si ça vient pas par un exploit individuel de Théo Hernandez ou d'un de nos milieux. On a de mauvais positionnements. On a un caissier qui est fatigué, on le voit. Hein, il a fait un super début d'année avec nous et on ne peut pas le blâmer pour ça. Et forcément, il y a un mou qui suit. Pour moi, il est assez fautif sur le but qu'on prend. C'est un match qui montre qu'on a un effectif, encore une fois, qui est limité à cause des blessures. Et aussi, je pense, un match que Pioli a loupé. C'est incompréhensible pour moi que des joueurs comme Saelemaekers ou Rebic ne débutent pas le match, ne serait-ce que par l'envie qu'ils mettent. Après, je sais qu'évidemment, c'est compliqué. On a un effectif limité, on a beaucoup de blessés. On essaye d'avoir les joueurs à 100%. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est Pioli qui a loupé son approche tactique, comme assez souvent sur les dernières défaites et sur les derniers résultats négatifs, malheureusement. Tu l'as très bien dit, quand on voit la rentrée en jeu, le triple changement de Rebic, Brahim et Saelemaekers, Ibra, on se rend compte en fait que ces joueurs-là, et notamment Rebic et Saelemaekers, auraient pu débuter d'emblée. Pour rappel, on débute ce match du coup avec seulement 4 titulaires, Donnarumma, Théo Hernandez, Kessié et Akan qui revenaient de blessure. Dans un match aussi déterminant pour la suite du championnat, de voir aussi peu titulaire et en voir pour le coup sur le banc, c'était étonnant. Qu'est-ce que tu as pensé? On aurait pu débuter avec d'autres joueurs sur le terrain au début du match? Je pense que non, parce que je pense pas qu'on peut vraiment en vouloir à Pioli, le bricolage qu'il est en train de faire. Parce que oui, que c'est Krunic qui commence titulaire, c'est un peu bizarre, mais on est à peine en mars et la saison elle se termine en mai. Donc il faut aussi penser aux prochaines échéances, surtout la prochaine échéance qui arrive jeudi, là, le match retour contre United. Est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? Je pense pas, mais ouais, c'est pas du tout normal d'aligner une équipe comme ça, surtout quand tu affrontes un concurrent direct. Oui, c'est ça. Là, c'était un match qui était capital. Je l'ai redit avec le point sur le classement en tout début d'émission. Est-ce que pour toi, Ibra, on avait déjà la tête au retour de Manchester et c'est peut-être pour ça que Pioli a fait plus que tourner son effectif? Ouais, je pense qu'on a privilégié le match de jeudi. Je pense que Pioli s'est dit dans sa tête qu'il reste de nombreux matchs et qu'on peut rattraper la défaite d'aujourd'hui si on avait une, ce qui est arrivé à la fin.
Pour revenir sur le but qu'on prend, une frappe assez molle, assez écrasée, mais on peut rembobiner un peu. Et pour toi, Marco, à qui tu attribues l'erreur? Parce qu'on voit que c'est Castillo qui anticipe un peu trop son contrôle orienté et qui attaque pas son ballon. C'est Kessié qui perd un peu la balle aussi. Derrière, c'est Théo qui s'était un peu trop projeté vers l'avant. Enfin, je réponds pas à la question à ta place, mais pour toi, est-ce que c'est une erreur collective, un enchaînement d'erreurs, ou alors il y a une personne à blâmer plus qu'une autre? Je retiens surtout deux mauvaises actions sur le but adverse. Tout d'abord, bon, la perte de balle, admettons, on ne peut pas blâmer totalement Casillero, évidemment, il fait une perte de balle assez inutile, mais bon, en somme. Le problème pour moi, c'est Kessié qui, je ne sais pas, il tente de tacler, il se projette vers l'avant, Ouais, comme s'il y avait vraiment un il besoin se immédiat de jette. récupérer le ballon, Mm. alors que du coup, forcément, ça crée un décalage. On voit tout de suite qu'il y a un 3 contre 5 qui se lance. Mm. Et bah, le résultat, c'est voilà, on a un milieu qui est totalement décimé, les trois défenseurs, enfin, avec Tonali qui sont pris forcément par 5 attaquants adverses. Et à côté de ça, on a un Théo qui, c'est ça qui m'a le plus choqué peut-être dans cette action, c'est que Politano, avant d'être servi, n'est absolument pas marqué. On a Mm. Théo qui finalement trottine derrière et en fait aurait eu largement le temps de revenir. Et finalement, voilà, c'est surtout, pour moi, la faute est sur Kessié qui loupe son intervention et sur Théo qui, je pense, pour le coup, bah, était Fait pas le encore une fois repli trop laxiste, un défensif. peu comme le Ouais. but contre la Juve. Mm. C'est la même chose que le but contre la Juve qu'on prend par Chiesa en fin de compte. C'est un but où il n'est pas totalement à fond dans son marquage et ça nous coûte très cher malheureusement. Alors Théo, moi je l'ai trouvé assez bon. On reviendra plus tard sur les performances. Je pense que vraiment on a été vraiment Théo dépendant dans l'animation offensive pendant ce match-là. En revanche, son positionnement pose un vrai problème à mon sens quand on voit aussi le match qu'on a fait face à Manchester avec un Dalot, un Calabria sur les côtés qui était vraiment très défensif, qui était vraiment très concentré. Là, on est retourné avec un match où je l'ai trouvé vraiment voilà, se projeter en avant, ça on le sait, mais derrière avec une succession de joueurs qui ne jouaient pas à leur poste, avec un Krunic qui jouait en 8, avec un Castillo qui était défenseur droit, milieu droit, mais très peu projeté vers l'attaque, un Tonali Kessié qu'on trouvait en défenseur centre tous les deux, pendant que Tomori était défenseur droit parce que Dalot se retrouvait ailier droit d'un côté. Enfin, une succession vraiment de joueurs qui ne jouaient pas à leur place. Alors, je suis d'accord que voilà, on ne doit pas non plus se cantonner au 4-2-3-1 tel qu'il est et qu'il peut y avoir certains dépassements de fonction comme c'est le cas de Théo. Mais en fait, et c'est vraiment le jour et la nuit avec vraiment la tactique qu'on avait mis face à Manchester, où tous les joueurs étaient assez libres sur le terrain, n'étaient pas vraiment positionnés. Oui, Marco. Bah, le problème, c'est que en plus, comme tu le soulignes, dans un match comme ça, ne pas faire l'effort comme l'a fait Théo, c'est compliqué quand tu as une défense qui est toute neuve. On se retrouve avec un Dalot, un Gabia et un Tomori qui n'ont jamais joué ensemble. C'est une défense qui est recomposée dans les derniers instants. Et voilà, en fin de compte, ce genre de. Bah, comme tu l'as très bien souligné, on a un bouleversement tactique, beaucoup de joueurs qui donc doivent s'adapter. Et pour moi, ce genre de match doit être compensé par les efforts parfois surhumains que Théo doit nous proposer, comme il fait lors du derby et qui revient à 300 à l'heure. Mais voilà, pour moi, c'est l'effort en fait qu'Hernandez aurait dû faire pour contrebalancer la défense recomposée qu'on a eue aujourd'hui. Ça marchait très bien pendant le restart et la fin de saison 2019-2020, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises, mais à la fin de saison, parce qu'on avait vraiment des automatismes, on avait le même 11 qui était reconduit match après match, donc on savait comment gérer les montées de Théo Hernandez et l'équipe était préparée à ça. Là, Ibra, avec voilà, tous ces réajustements tactiques au fil des matchs, au fil des semaines, on n'a jamais eu vraiment d'automatisme. On le voit sur beaucoup d'actions offensives où les joueurs essayent de créer des choses, mais on perd la balle assez bêtement parce qu'il manque un peu d'automatisme. Derrière, voilà, le positionnement très haut de Théo favorise pas la défense, par exemple, qui était complètement inédite, Tomori Gabia. Moi, je reproche surtout à Pioli de forcer avec les automatismes de son 4-2-3-1. En fait, on est trop dépendant aux paires qui se sont faits au fil du temps. C'est que maintenant, en fait, Théo, quand il n'a pas Rebic devant, ça devient très compliqué défensivement. Oui, Et pareil, quand tout à Kessie, fait. il est fatigué dans le double pivot, on le ressent en fait sur Théo. On ressent l'apport de l'ailier gauche et du milieu gauche sur Théo. Et à droite aussi, on ressent quand Calabria et Salmaker ne sont pas là. Je suis pas un très grand fan de Calabria, mais il faut le dire, il fait le travail. Et aujourd'hui, on l'a ressenti avec Dalo et Castillero, surtout sur le but pris. Parce que les deux,
Pour moi, les deux, ils sont fautifs sur le but. Il y a Dalot qui appuie pas assez sa passe et il y a Castillero. Je sais Oui. absolument pas il joue à quoi, mais Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Sur le but, oui, c'est Dalot qui appuie pas sa passe et Castillero qui a déjà la tête à ce qu'il va faire après son contrôle orienté, qui oublie d'attaquer son ballon. T'as raison, en fait, c'est ça, c'est des automatismes sur lesquels on était très dépendant l'année dernière. Le format, la tactique de Pioli était très bien huilée. Et là, on l'a vu en début d'année, t'enlevais un Ibrahimovic, c'était plus la même équipe. Mais là, quand tu es amputé de 5-6 titulaires, eh ben, on peut pas, on doit s'en tenir à une rigueur tactique, notamment défensive. On l'a vu que ça a très bien marché face à Manchester, mais c'est parce que Dalot était vraiment focus sur son travail défensif. Salmakers faisait un travail monstrueux avec Calabria aussi. Donc, c'est grâce à ça, en fait, faut être plus rigoureux tactiquement, moins laisser de folie, parce que là, c'était un match où on n'a pas eu une énorme adversité. Je sais pas ce que tu en as pensé, Marco. Il y avait la place. On a vu aussi pas mal d'occasions, malgré le fait qu'on ait eu très peu d'animation offensive. On a eu voilà, le raté de Leao sur un bon service de Rebic. On a eu la tête de Rebic un peu dos au but où Spina fait un beau arrêt réflexe. Il y avait la place. J'aimerais revenir sur deux faits de jeu. Tout d'abord, le premier, c'est ce penalty carton rouge. Tout se mélange un peu en fin de match où voilà, c'est assez partagé. Ibra, pour toi, il y a penalty ou pas penalty sur Théo? non, pour moi, pas penalty. Théo, il en rajoute très clairement. Et je Ouais. pense même qu'en fait, s'il n'aurait pas rajouté, on aurait pu avoir une grosse occasion, vu qu'il avait qu'à la remettre. Je n'avais pas fait attention à qui, mais il y en a un qui pouvait directement enchaîner avec une frappe. Et je voulais aussi revenir sur le carton rouge de Rebic, qui est totalement débile. Ouais. Genre, vraiment, au moins qu'il insulte l'arbitre dans sa tête, mais pas à haute voix comme ça, à 50 centimètres derrière lui. Et maintenant, lui aussi, il vient pénaliser l'équipe avec une autre suspension qui va arriver. Ça, Et, c'est ouais. quasi sûr. Et on n'en avait pas besoin de cette suspension de Rebic quand on voit déjà enfin, voilà, le manque de joueurs crucial qu'on a dans notre effectif, de jouer sans cesse avec des remplaçants. Ouais, ce pétage de plomb de Rebic entre le match de Léo et le manque cruel de lucidité de Rebic qui va nous pénaliser. Voilà, à qui on attribue le Kalinic d'or pour toi, Marco? Bah écoute, allez, je vais le donner à Léo parce que bon bah au bout d'un moment, quand on Quand joue, même. il a plus joué que Rebic et voilà. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il est à contre-courant total. Il y avait un peu, hein, il y avait de la combativité. Aujourd'hui, il a essayé, mais je sais pas, il est à contresens, il n'arrive pas. Bon, on sait que c'est pas son poste, mais bon, Mm. quand il décroche, il arrive quand même à faire quelque chose. Et là, je sais pas, il y a rien. Honnêtement, Léo, c'est un néant. Donc forcément, quand tu n'as aucune animation offensive. Et pour revenir sur le penalty dont tu Ouais. parlais, donc j'ai suivi sur Sky l'après-match. Donc on a eu les images, etc. Je dois dire que moi, sur le coup, j'aurais jamais sifflé. Pour moi, Théo, comme l'a dit Ibra, il en rajoute totalement, il n'y a pas photo. Mais après, sur les ralentis, et notamment sur celui de Lavar, on voit quand même qu'il y a un contact qui est Moi, je le extrêmement vois pas. léger. Théo, bah, c'est vraiment léger. Enfin, on voit, voilà, ça touche. Voilà, c'est tout ce Ah qu'on ouais. peut dire. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un contact, mais ça touche. Mm. Donc après, certes, Théo en rajoute énormément, et c'est ça qui est bête, parce qu'au final, bah, l'arbitre voit qu'il en rajoute, et du coup, il siffle pas. Mais est-ce que si tu suis le règlement à la lettre, pardon, il y a contact, c'est par derrière, il prend pas le ballon, théoriquement, il y a penalty. Mais bon, moi, voilà, personnellement, je l'aurais pas sifflé, ne serait-ce que dans le cours du jeu, parce que voilà, Théo en rajoute, c'est une faute extrêmement légère, et si on commence à siffler toutes les fautes comme ça, il va y avoir énormément de penalty. Ouais, c'est ça, Théo, on le voit sur le direct au moment où il va faire ce contrôle pour la remettre en retrait. Il a l'intention d'obtenir le penalty. Après, franchement, je trouve qu'il aurait pu très bien prendre un rouge sur l'action parce qu'il découpe Osimhen. Sur le penalty, voilà, je pense que pour ceux qui voient le penalty, parce que même après la vidéo et la VAR, les images qu'on a données à l'arbitre, moi, je vois pas forcément de contact. Enfin, je vois pas le contact, je le vois pas où il est. Et si jamais il existe, alors il est très léger et je demande juste aux supporters milanais d'avoir un peu de bon sens. Si la Juve ou l'Inter ou n'importe qui obtient un penalty comme ça face à nous, on crie tous les jours au scandale. Et pour moi, à ce moment-là du match, c'est clair et net que l'arbitre et on aurait encore entendu la série Gorée parce que là-dessus, pour moi, autant Milan a eu beaucoup de pénaltys sifflés pour nous, mais à juste titre, parce que c'était des pénaltys qui étaient légitimes. Celui-là, pour moi, n'était pas légitime. Donc voilà, on aurait volé le Napoli là-dessus.
Donc voilà, on va passer, si vous voulez bien, aux performances individuelles. On va passer au top. Tout d'abord, Ibra, je vais te demander tes tops dans l'ordre de 3, 2 et 1, s'il te plaît. Alors, mon troisième top, premièrement, c'est Tonali. Enfin, je trouve qu'il a fait un bon match dans les relances, surtout dans les coups de pied arrêtés à la fin du match où on a eu 2 grosses actions grâce à lui. Mm. Il a aussi un placement inédit ce soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais On a vu très défensif. j'avais l'impression qu'on était à 3 dans les phases de transition derrière. Ouais. Le deuxième, c'est Donnarumma. Donnarumma qui nous sauve 2 fois. Sans lui, on prend 3-0. Enfin, je trouve que ces 2 arrêts suffisent amplement pour être deuxième. Et le premier, c'est bien évidemment, et toujours le même, c'est Fikayo Tomori. Enfin, je me demande vraiment, c'est qui est le patron de la charnière centrale depuis 5 ans. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était incroyable. Sans lui aussi, on en prend pas mal de buts. C'est clair. Non, mais il revient très bien. Et pour moi, il revient très bien sur une action où d'abord, il y a une incompréhension avec Gabia. Et au final, il fait un retour qui empêche l'attaquant de Naples en première mi-temps de tirer. Oui, et Marco. Après, attention au marquage avec Tomori, parce que bon, on a déjà eu jeudi ce fameux coup contre Manchester. Mais là, aujourd'hui, dès la 15e minute, il se fait prendre par Zielinski, qu'il a totalement oublié dans son dos. Et Zielinski se présente seul face à Donnarumma, Ouais, qui mais nous il sort un revient. super barré. Mais Ouais, voilà, attention au marquage. ouais. Ibra. Moi, je me demande même, en fait, si on n'avait pas inversé Tomori et Gabia dans la charnière, si on aurait vraiment encaissé. Parce que sur le but qu'on a pris, il y a quand même Ouais, Gabia qui laisse qui est pris de une vitesse. grosse autoroute là. Et je pense quand même qu'avec Tomori, on aurait pu compenser ça grâce à sa vitesse et son accélération. Ouais. Voilà, Non, mais c'était juste la petite question que je me suis posée. il a fait un énorme match, Tomori. Il a tenu la défense, enfin vraiment sur les phases offensives. Il y a Tonali et Kessié qui ont apporté du soutien. Tu l'as dit, Tonali qui a commencé très bas, mais Tomori a vraiment tenu la défense. À l'heure actuelle, il prend la place de Romagnoli en tant que titulaire pour toi ou pas, Marco, aux côtés de Kier? C'est compliqué parce que bon, voilà, moi j'ai forcément beaucoup d'affection pour Romagnoli, qui est notre capitaine depuis bien longtemps. Enfin voilà, je pense que c'est un mec à qui il faut laisser du temps. Ouais, lui, c'est le temps de potentiellement revenir. Il a refait une bonne prestation après avoir fait son séjour sur le banc. Après, c'est peut-être l'occasion justement d'avoir une vue tactique différente. On sait que Tomori, voilà, pour défendre loin du but, il est excellent parce qu'il est explosif, il est très rapide. Et Romagnoli, par contre, au niveau intelligence de jeu et défendre proche de son but, il est excellent. Et peut-être, voilà, c'est l'occasion de jouer là-dessus, de prendre un Tomori quand il faut défendre sur des Lukaku Ouais, ou des flèches, et de par contre de switcher, mettre un ouais. Romagnoli lorsqu'on doit défendre proche de notre but et Mm. contre des attaquants de fixation. De toute façon, vu les formes de Kier et Romagnoli, Tomori va vraiment jouer régulièrement jusqu'à la fin de saison, hein. Ça, il va y avoir une rotation à 3 où les 3 vont avoir autant de temps de jeu parce que Kier et Romagnoli, on les voit, Kier n'était pas de la partie aujourd'hui parce qu'il avait des pépins. Romagnoli était pareil sur le banc parce qu'il avait aussi des pépins. Donc là-dessus, Tomori aura vraiment du temps de jeu jusqu'à la fin de la saison, ce qui nous permettra vraiment de pouvoir assurer de lever l'option d'achat. Si jamais il est performant jusqu'à la fin de saison, on aura vraiment on aura pu voir Tomori jouer sous nos couleurs pendant pas mal de matchs. On aurait pu se faire une petite idée. Quels sont tes tops pour toi, Marco? Mais sans me concerter avec Ibra, on a quelque chose d'assez similaire. J'ai mis Tonali en 3 parce que Mm. voilà, c'est un bon match. Je l'ai trouvé assez intelligent. Quelques pertes de balles inutiles, mais sinon, grosso modo, c'était pas mal. J'ai bien aimé son placement. Il a fait une sorte de Benasser. Voilà, il allait chercher les ballons très très bas. Il les a bien remontés. Je trouve qu'il nous a été utile. C'est un joueur qui a été à peu près régulier sur le match. Donc, pour moi, il mérite sa place dans les tops. Ensuite, encore une fois, Gigio. Mm. Il n'y a pas le choix, hein. Il nous sort un arrêt superbe à la 15e minute sur Zielinski. Il nous sort aussi un arrêt classe mondiale tranquillement à la 57e contre Fabian Ruiz. Non, enfin, Gigio, comme d'habitude, quelques péchés avec les ballons dans les pieds, mais mis à part ça, encore une fois, une très bonne prestation et on aurait pu être mené au score dès la 15e minute et il nous sauve ça. Et sinon, mon dernier top, je vais changer. J'ai mis Makers, car Ah même ouais. s'il n'a pas beaucoup joué, Mm. bah, son entrée, pour moi, c'est simplement le synonyme d'un nouveau Milan, c'est-à-dire un Milan qui se donne. C'est vrai. Il court partout. Il réussit pas tout forcément, mais au moins, il a une envie qui, moi, m'emporte avec lui. En fin de compte, dès qu'il a la balle et qu'il court comme un dératé, j'ai envie de le suivre et jure pardon, derrière ma télé. À l'inverse de quand c'est un Léao qui, en fin de compte, est un peu nonchalant. Bon, on sait que c'est son attitude corporelle qui lui donne cet air, mais voilà, pour moi, c'est surtout dans l'attitude, du moins, j'attribue le top à Makers.
Très bien. Bah, moi, j'ai un mélange de vous deux, je pense. En troisième position, j'ai Théo Hernandez, quand même, parce que ça a été le seul. Il a pas été aidé pardon, par Krunic, qui n'a pas beaucoup amené sur le côté gauche. Après, Krunic, il a vraiment pas du tout joué milieu gauche. C'était assez bizarre son positionnement. Mais voilà, Théo, j'ai trouvé quand même intéressant, offensivement parlant, bien sûr. Voilà, il y a un moment où il se joue des deux milieux de Politano et de Osimhen. Il a vraiment proposé pas mal de choses offensivement. Il n'a pas pu faire sa frappe habituelle ou être dangereux dans le dernier geste, mais il a vraiment apporté quelques mouvements offensifs que d'autres joueurs offensifs n'ont pas pu apporter. Donc je souligne ça. Et ensuite, c'est Donnarumma et Tomori. Voilà, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Ibra. En flop, messieurs, maintenant, Marco, je vais te laisser commencer les flops. Je vais être assez méchant. J'ai mis Caissier parce que, bon, Je l'ai mis voilà, aussi. Je l'ai mis bah aussi. voilà, tu me rassures, mais en fin de compte, c'est un joueur de qui j'attends tellement que Mm. dès qu'il a un petit coup de mou, j'ai envie de le mettre dans mes flops. Aujourd'hui, on l'a surtout senti fatigué. Il a fait des erreurs qu'il n'aurait jamais fait d'habitude. Et Mm. après un match contre Manchester jeudi, c'est assez impressionnant le changement qu'on retrouve, quoi. Et pour moi, voilà, c'est surtout symbole de fatigue. Et pour le coup, j'ai bien apprécié le changement pour Meïté de la part de Pioli. Ensuite, j'ai mis en deuxième, bah, c'est Rebic, parce que bah, jouer si peu et prendre un rouge aussi débile, je pense Mm. qu'il n'y a même pas besoin d'explication. Enfin, pour moi, c'est un gros manque de discipline, c'est un problème qui doit être réglé, donc évidemment par une suspension, mais aussi à l'interne du club. Je pense que, comme avec un enfant, il faut lui remonter les bretelles et lui faire redescendre les pieds sur terre. Et pour finir, ça me paraît assez évident, c'est Léo, parce que ben, je ne l'ai pas vu. À vrai dire, je pense que je regarde le match demain, je le verrai toujours pas. Je sais qu'il n'est pas aidé, que c'est pas sa place, que il n'a pas énormément de bons ballons, mais il a une balle de break à tenter et il la met pas. Le peu de fois il repart derrière, il arrive à faire quelque chose, mais bon, ça n'aboutit jamais. Il est Et pas en confiance, ouais. j'ai en tête vraiment une action qui est typique, c'est quelques minutes après l'entrée de Saelmakers. Saelmakers fait 3 fois le même crochet et essaye de se dépatouiller en trait de surface avec la balle pour trouver une ouverture. Il arrive finalement à la glisser dans l'axe, là Mm. où devrait être Léao. Et Léao, en fin de compte, était déjà reparti. Il était main Mm. sur les hanches, en trait de surface. Et je suis sorti de mes gonds parce que je me suis dit, voilà, t'es jeune, t'as envie de faire gagner ton équipe. Mm. Et au moins la même attitude que Saelmakers. Très bien. Ibra, toi, tu es d'accord avec ce qu'a dit Marco ou tu as d'autres noms? Non, j'ai d'autres noms. Je suis D'accord. d'accord concernant les Rebic, mais j'aimerais aussi mettre le côté droit, les deux Ouais. dans en top 3. Mm. Parce que offensivement, c'était pas bon, défensivement, c'était pas bon. Ils ont été Mm. fautifs sur le but. Et même techniquement, Castillo, il sort, on l'a ressenti qu'il est sorti. Et je pense Mm. aussi, je me répète encore, mais avec Calabria, je pense pas qu'on aurait vraiment pris un but Mm. aussi débile. Ouais. Ok. Mon deuxième flop, bah, c'est Léao. Ouais. Hein. Enfin, Léao en neuf, c'est plus possible. Il faut qu'il aille faire un tour sur le banc, mais ça nonchalance qui recommence, c'est plus possible. Et le premier top 1, bon, bah, ça, c'est très simple, c'est Rebic. Hein. Parce que déjà, il entre, il fait pratiquement rien à part une belle offrande pour Léao qui choke. Après ça, il prend un carton rouge et le problème avec ce carton rouge, c'est qu'il pénalisera l'équipe sur le long terme. Et puis qu'on sera obligé C'est d'avoir pas Léao acceptable de encore faire en une neuf. entrée comme ça. Se montrer aussi peu, prendre un carton rouge. Bah, pour le coup, on aimerait ne pas avoir Léao en neuf, mais on n'a plus le choix là. On n'a plus On le choix, là. Il n'a n'y a plus plus que lui. personne. Il Le y a, pauvre Colombo, on l'a envoyé à la Crémonaise et il y a je Ibra qui regrette va presque. revenir. Il y a Ibra qui va revenir dans quelques jours. Je pense il est peut-être même Ça risque d'être probable. chaud pour Manchester normalement, Ouais, mais il y a moyen de peut-être le le voir. week-end prochain, peut-être. Moi, pour ma part, j'ai Kessié en troisième position. Alors, Kessié, moi, c'est même pas que quand il est moins bon, j'ai envie de le mettre dans les flops. Mais pour le coup, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire, tiens, il a une jurisprudence parce que c'est un monstre depuis le début de l'année. Il faut reconnaître quand il est un peu moins bien. Là-dessus, il n'a pas été aidé dans ce match avec Théo Hernandez, je l'ai dit, parce qu'il a passé son match à le couvrir. Et du coup, il avait vraiment un volume de jeu très, très grand en étant très bas, voire défenseur centre. Et on l'a vu, on a vu l'importance de Kessié au milieu de terrain. Et dans un match comme Manchester où chacun respecte son poste, on l'avait vu vraiment dominer le milieu de terrain face à McTominay, etc. Jeudi dernier.
Là, c'était plus compliqué parce qu'il était un peu sur tous les fronts, il devait être au four et au moulin. Et du coup, bah, voilà, il a perdu un peu de lucidité, plusieurs pertes de balles, plusieurs manques d'approximation. Il y a un très bon ballon qui peut donner dans la profondeur en première période. Et puis au final, il ne voit pas l'appel de Castillo, mais qui vraiment se retrouvait seul face à Ospina. Et du coup, bah, voilà, il temporise. Et c'est vraiment un ballon qu'il aurait pu donner tous les jours si jamais il ne serait pas parti de plus bas. Parce que vraiment, il remonte le ballon quasiment en tant que défenseur centre. Donc voilà, c'est déjà des ajustements tactiques. Je pense qu'il faut vraiment laisser Kessie en tant que double pivot et pas en tant que milieu de couverture de Théo Hernandez. Pour moi, on perd vraiment toutes les qualités de Kessie quand on le fait jouer dans ce rôle-là. En deuxième position, j'ai eu Krunic quasiment tout le match, mais je suis obligé de parler de Rebic parce que, alors pour le coup, jusqu'à son carton, je le trouve plutôt pas mal. Pareil, envie de bien faire. Il obtient pas mal de corners qu'on joue très mal. Il est à deux doigts de mettre une belle tête en pivot et de tromper Ospina et de nous offrir le but. Il est à deux doigts d'offrir un caviar à Léao si, comme tu l'as dit, il ne te choque pas. Mais voilà, derrière, il fait ça, il prend ce carton qui est évitable et il nous pénalise. Et Dieu sait qu'on a vraiment besoin de nos titulaires et ça va être très dur de finir cette saison parce qu'on commence à avoir la pression. Parce que la Juve n'est qu'à un match. Bah, après, c'est le Napoli, donc il n'est pas donné ce match-là, mais n'est qu'à un match de nous passer devant. Et derrière, on bascule gentiment, mais vers la troisième, quatrième place. Et la Ligue des Champions est loin d'être atteinte. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut quand même laisser ouvert tous nos champs de possibilités. Il faut jouer quand même la Ligue Europa parce que ça offre quand même. Alors certes, c'est une idylle, hein, c'est de voir Milan gagner la Ligue Europa, mais pour moi, ça reste quand même une opportunité de se qualifier en Ligue des Champions. Et tous les moyens sont bons à prendre quand on voit le nombre de joueurs qu'on a titulaires et voilà, le nombre de blessés, surtout l'infirmerie qui ne nous aide pas. Et enfin, en première position, j'ai Léao. Alors Léao, bah, moi je serais plus mesuré parce que en première mi-temps, surtout sur les 15 premières minutes, il fait des bons appels de balles notamment de Hakan, où il trouve une profondeur, c'est assez intéressant. Qu'on se dit qu'il y a des intentions, il a une envie, il prend bien la profondeur, mais derrière il gâche une grosse occasion à la 19e, un contre vraiment où il part de très bas là aussi, il y va à la force, mais derrière il fait le mauvais choix dans le dernier geste et c'est tout à l'image de ce qu'on voit. Ce qui est problématique avec Léao, c'est que c'est un attaquant qui ne marque pas depuis maintenant un moment, et pourtant il a du temps de jeu. Donc voilà, et puis vraiment un don pour gâcher les occasions qui sont précieuses. On l'a vu la semaine dernière, on l'a vu face à Manchester aussi, où il essaye d'une reprise de volée, mais il touche même pas le ballon. Là, l'occasion qu'il gâche à la 64e minute sur l'offrande de Rebic, mais ça se tirer une balle parce qu'à ce moment-là, il doit attaquer son ballon, il doit rentrer dans le ballon et il y va avec cette nonchalance, avec voilà, sans y croire et c'est ce qui est tellement frustrant. Donc voilà, je pense, voilà, ceux qui l'aimaient vraiment commencent à un peu perdre patience. Ceux qui avaient plus de mal avec lui ne souhaitent maintenant qu'un départ et je pense qu'il a encore une grosse cote. Après, je sais pas si, comme je l'avais dit dans l'émission face à Manchester, le débrief de Manchester, c'est que c'est un joueur qui a quand même une grosse cote et personne ne l'attend à Milan. C'est-à-dire que je pense que dès cet été, on va chercher à recruter un Bellotti, chercher une pointe. Et je pense que Léao rentre pas dans les plans de Pioli à ce poste-là. À voir, même si à gauche, Pioli ne lui préfère pas un Rebic et Léao, par manque de temps de jeu ou parce qu'il n'est pas titulaire, pourrait carrément voir ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ibra. La situation de Léao un peu plus en profondeur que par rapport au match, toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, je pense bien que Léao, il a besoin de balles en profondeur. C'est un joueur percutant Mm. qui a besoin d'espace et un point comme ça, c'est plus possible. Bah, je veux dire, ouais, je te rejoins totalement sur le cas Léao. On a le problème pour moi, c'est un des joueurs les plus talentueux qu'on a eu au club depuis assez longtemps, hein. Quand il est dans son match et il peut nous sortir des trucs, j'ai encore voilà, ce deuxième but contre l'Inter où il fait un super passement de jambes et il a une explosivité qui m'impressionne, il a une technique monstrueuse. Mais je trouve que c'est un joueur qu'on risque de gâcher et qui risque de se gâcher tout seul en fin de compte Mm. parce que il n'a pas forcément le comportement adéquat et malheureusement, il n'a pas bah, il s'améliore pas comme on l'attendrait en fin de compte. Non. Dire, comme tu l'as très bien souligné, on va certainement prendre un 9 cet été. S'il n'arrive pas à s'imposer dans notre système, parce que comme tu l'as dit, je crois que c'est le deuxième joueur après Castillejo à avoir été Mm. le plus longtemps sans être, sans avoir marqué chez nous.
au bout d'un moment, s'il n'arrive pas à s'imposer dans notre style de jeu, on va devoir commencer à faire les plans sans lui. Et c'est dommage parce que bon, c'est un joueur qui est intrinsèquement d'énormes qualités. Mais bon, au bout d'un moment, on ne peut pas juste se baser là-dessus. Et s'il ne s'insère pas dans le projet, il faudra se séparer de lui, malheureusement. Ibra, il suit un peu les pas de Paqueta, un peu ce joueur voilà, qu'on a vraiment envie, qui a un potentiel vraiment impressionnant, mais qui n'arrive pas à trouver ses marques dans un Milan, dans ce Milan-là. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison un peu avec le destin de Paqueta ou pas? Non, je pense pas. Quand même, ça, ce serait extrême d'aller jusqu'à là. Parce que Léao, il nous a déjà prouvé de quoi il est capable. Même s'il doit encore travailler sa nonchalance et travailler beaucoup d'aspects, pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et qui peut réussir chez nous, mais à condition de s'y donner. Parce que, genre là, quand tu regardes Léao, c'est un ailier. Ouais, Lorsqu'on le demande de jouer 9, ça ne le dérange pas, il joue. Au contraire de ouais. Paqueta, qui voulait seulement jouer 10, qui Hmm. appréciait pas trop d'être bougé ailleurs sur le terrain. Donc, je pense qu'il a la capacité de réussir, mais seulement s'il se donne à 100%, parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Très bien. On va refermer du coup la page autour de cette rencontre de Serie A pour nous attarder au débat du jour. Un débat du jour où on va parler de nos remplaçants et notamment ceux qui se sont assez bien illustrés ces dernières semaines. Krunic, Dalot, Meite. Alors le Dalot défenseur gauche, j'entends. Quoique celui en défenseur droit, j'ai trouvé plutôt sa deuxième période un peu plus, un peu mieux que la première, voilà, un peu plus juste techniquement. Mais voilà, est-ce que les récentes performances de ces remplaçants-là, même Tomori, hein, on peut mettre dedans, est-ce que pour vous c'est un coup de vent, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment des performances par-ci par-là, où on peut vraiment s'appuyer pour finir notre saison avec des joueurs que finalement on voit plus que ce à quoi on s'attendait avec tous nos pépins physiques. Marco? J'espère pas qu'on aura à compter sur eux. J'espère que nos blessés reviendront, évidemment. Mais si on se base juste sur leurs prestations, c'est pas si mauvais qu'on pouvait se l'attendre. On a un Krunic qui était chez nous traditionnellement mauvais ou moyen, Ouais. et qui depuis le match, la confrontation contre l'Étoile Rouge de Belgrade, on a dû Mm. choper son cousin à Belgrade, et depuis il est revenu. Mais on nous l'a changé, il est venu génial, franchement. Bon, bah, son but en Europa League, je n'en parlerai même pas. Mm. Mais non, honnêtement, Krunic me plaît beaucoup. Je trouve, bon, après, le problème, c'est que ça reste un joueur qui est tactiquement limité, hein. On l'a vu aujourd'hui Mm. contre Naples. En attaquant gauche, c'est même pas la peine. Il est perdu, Non. il sait pas ce qu'il fait là. Après, voilà, auparavant, dans ces émissions, je l'ai appelé mon morceau de mastic. Et je pense que son surnom restera pour moi, car en fin de compte, voilà, on peut pas compter sur lui en tant que titulaire. Néanmoins, voilà, pour la fin de saison, je le garde totalement, histoire de boucher les trous quand il faut, typiquement en ce moment quand on a beaucoup d'absents. Ensuite, d'autres joueurs tels que Dalot ou Meite. Meite fait d'excellentes prestations. Je ne m'attendais pas à ça de lui. Pour Mm. moi, en fin de compte, quand il est arrivé, il était juste mauvais. D'ailleurs, il a eu un début assez compliqué, mais il s'est amélioré. Je trouve qu'il s'entend bien avec Kessié. On a un joueur qui, au final, réussit encore une fois un peu sur le mode de Krunic, de remplir sa tâche sans être étincelant. Il fait le travail. Et Dalot, je pense que c'est un joueur qu'on ne devra pas garder à la fin de son prêt, parce que je pense qu'on a mieux pour jouer en latéral. Mais voilà, encore une fois, c'est un joueur qui pourra nous dépanner partiellement. Mais je pense que des quatre que tu m'as cités, c'est peut-être Dalot qui me convainc pour l'instant le moins. Car malgré un très bon match face à Manchester, je l'ai trouvé, peut-être purement par émotion, l'envie de montrer à Manchester son vrai Mm. niveau. Mais mis à part ça, je suis pas un grand fan. Je préfère largement mon Calabria qui, même si voilà, est parfois un peu moins. En fin de compte, Dalot, on va avoir quelque chose de très irrégulier. Ça fait les montagnes russes. Et ça Ouais. me plaît moins qu'un Calabria qui est vachement régulier en fin de compte. Très bien. Ibra, si je te pose la même question, mais de manière différente, est-ce que pour toi, Krunic, Dalot, Meite, ces trois-là, sont des joueurs de confiance sur lesquels on peut s'appuyer pour finir notre saison, que ce soit titulaire ou dans la rotation, mais est-ce qu'ils sont de confiance quand tu les vois sur le terrain? Enfin, j'ai trois réponses différentes pour les Ah bah trois. vas-y, vas-y. Je vais commencer par Meite. Mm. Meite, il a eu des débuts compliqués, on ne va pas se mentir, entre ses 45 premières minutes avec nous, qui n'étaient pas terribles. Ensuite, Pioli qui décide de le titulariser en trequartista. Je n'ai aucune idée pourquoi il a fait ça. Ouais. C'était horrible. Et ensuite, il y a eu son derby contre l'Inter, où il nous a coûté la qualification à la fin avec une faute débile. Mais depuis ce match-là, il y a une nette progression. Et petit à petit, il commence à s'adapter au style de jeu et il devient bon. En témoigne son match contre l'Hellas Verona et United.
Même son entrée en jeu ce soir aussi, elle était pas mal. Ouais. Mais, donc, ouais, je pense qu'on pourra s'appuyer sur le joueur jusqu'à la fin de saison. Et j'espère qu'on n'aura pas trop à le faire, mais avec le staff médical qu'on a, je pense bien qu'on devra s'y faire. En ce qui concerne Dalot, En ce qui concerne Dalot, non, je pense pas que ça va être un joueur sur lequel on pourra beaucoup compter. En Europe, oui, mais pas en championnat. Parce que je pense qu'on ressent la différence qu'il y a entre en Europe et en championnat. En Europe, il n'y a quasiment aucune performance à jeter de sa part, tandis qu'en championnat, voilà. C'est tout l'inverse. Et surtout, enfin, moi, je tiens quand même à souligner quelque chose avec Dalot, c'est qu'il y a une classe d'écart lorsqu'il joue à gauche et lorsqu'il joue à droite. Totalement. Je le trouve 2 fois plus performant à gauche qu'à droite, ce qui est bizarre vu qu'il est latéral droit. C'est à voir ce que ça va donner jusqu'à la fin de saison, mais je ne pense pas que ça va être l'un des joueurs sur lesquels il va falloir compter. Et enfin, il y a Krunic, l'éternel Krunic que je déteste, mais il faut le dire. Faut le dire, il est bon depuis l'Étoile rouge de Belgrade. Et en fait, ce joueur, ça dépend dans quelles conditions on va le mettre dans le match. Donc, je pense qu'en trequartista, ça peut le faire. Et en 8 aussi, ça dépend. Dans le double pivot, il y a des hauts, il y a des bas, mais sur les ailes, ça ne va pas être possible. Non, c'est pas à voir avec Krunic, mais je pense que ça va être un joueur, ça varie. Parfois, on pourra compter sur lui, mais d'autres fois, ce ne sera pas terrible. C'est un joueur comme Yann, notre consultant favori, là, notre ami suisse, qui nous dit que Krunic, il est là depuis, en tout cas, l'Étoile Rouge. C'est vraiment un jeu avec un minimum de déchets et sans prise de risque. C'est vraiment de l'appui remise, de la passe trouvée facilement, pas de la passe longue, pas de la passe à mi-distance, c'est vraiment de la passe courte ou quoi. Mais finalement, c'est peut-être ce qu'on attend d'un joueur comme ça, de ne pas trop se projeter, de ne pas trop prendre de risques, de ne pas trop faire le fou et juste de rester à sa place. Alors oui, il joue. Moi, je pense que là où il réussit assez bien, c'est qu'il arrive quand même à laisser de l'espace à un Théo. Je pense notamment à aujourd'hui où tu sais que Théo va te prendre le couloir gauche. Krunic n'était pas au-dessus de Théo comme pourrait l'être un Léao par exemple. Et du coup, se retrouvait vraiment en contre avec beaucoup moins de joueurs. Là, Krunic a vraiment joué 8 ou alors à épauler Akan. Moi, par contre, la question que je me pose, et quand je regarde Pioli, c'est tu as des Aogué, tu as même un Brahim Diaz qui peuvent évoluer à gauche. Pourquoi on s'obstine à faire jouer Krunic, Marco? Franchement, je me suis posé la même question que toi. Moi, j'aurais misé sur Brahim Diaz surtout, car Aogué, malheureusement, le pauvre, j'adore le joueur, j'adore son arrivée à Milan. Malheureusement, c'est un mec qui a commencé sa saison il y a bien longtemps, qui en plus en Serie A a un peu de mal parce que c'est bien plus physique qu'en Europa League. On en a déjà débriefé dans d'autres émissions. Donc voilà, j'aurais surtout misé sur Brahim Diaz, qui en plus n'a pas fait pour moi un mauvais match contre Manchester. J'ai vu pourtant quelques critiques négatives de la part notamment des grands journaux comme la Gazzetta, mais moi j'ai trouvé qui avait donné une assez bonne prestation en fin de compte. Et je pense qu'aujourd'hui il aurait pu débuter le match. Mais bon, oui, au lieu de mettre Krunic, parce que Krunic, malheureusement, déjà qu'il n'est pas mauvais en ce moment, si en plus on lui demande de changer totalement son style de jeu et de jouer devant Théo, enfin dans un poste qu'il ne connaît absolument pas, le pauvre mec, je commence à le plaindre. Après, comme tu l'as dit, au moins il n'a pas trop gêné Théo, parce que c'est compliqué. On sait qu'en fin de compte, Théo ne s'entend bien qu'avec Rebic devant lui, parce que même quand c'est Léao qui est attaquant gauche, il n'y a pas une super entente avec Théo. Théo, c'est vraiment un joueur qui est compliqué. On devra d'ailleurs peut-être l'aborder plus tard, mais c'est un sujet délicat parce que c'est un joueur qui est excellent, mais c'est un peu à double tranchant parce que ça demande un sacrifice d'un milieu qui doit prendre sa couverture, ça demande un ailier qui est totalement adapté à son style de jeu. Donc voilà, c'est un cas à étudier, Théo Hernandez quand même. Pour apporter des éléments de réponse, et notamment on se posait la question de pourquoi Aogué est sorti comme ça du groupe, à savoir que le championnat dans lequel il évoluait avant était un championnat qui jouait en décalé, c'est-à-dire que Aogué jouait depuis le mois de mai avec la reprise, mais a enchaîné vraiment juin, juillet, août, septembre, octobre, un match tous les 3 jours. Il n'y a pas eu de cette phase un peu de repos comme on a vu en Serie A. Là, par exemple, le championnat, c'est norvégien hein, d'où il venait, n'a pas encore repris. Ils sont en phase estivale, entre guillemets, par rapport à l'Europe. Donc, ce qui fait que Aogué a peut-être été mis au repos volontairement par Pioli pour récupérer de tous ces matchs qui ont été joués par le Bodo Glimt. Quand je vois le match face à Milan, le 24 septembre, nous, on commençait à peine notre saison. Pour le coup, eux, ils avaient déjà enchaîné depuis le 16 juin
même avant. Depuis le 30 mai, ils avaient enchaîné. Et avec un match, oui, je vois, c'est quasiment 2 matchs par semaine. Donc, c'est peut-être aussi pourquoi, voilà, peut-être Pioli, un joueur talentueux comme Aogué à son âge, il n'a peut-être pas envie d'une sale blessure, d'une grosse blessure qui puisse ruiner Aogué sur la longueur. Tu vois, une rupture du tendon d'Achille, une fracture, peu importe, surtout que c'est un joueur fragile. Et la Serie A, qui est un championnat rugueux, c'est peut-être aussi, voilà, je réfléchis à la question en même temps que je vous la pose, hein, mais parce que je viens de me faire cette réflexion-là et effectivement, il a enchaîné beaucoup de matchs et donc je pense que c'est pour ça que Pioli, voilà, ne compte pas sur lui et qu'il aura l'occasion de débuter la saison normalement avec nous en septembre ou à fin août l'année prochaine après une bonne pause pour le joueur, parce que c'est sûr que je pense que c'est l'avenir à ce poste-là et que c'est pas Krunic qui est l'avenir au poste de milieu gauche. Voilà. Donc pour vous, on est d'accord que ces joueurs-là, après c'est assez inégal, pardon, mais ces joueurs-là, on peut compter sur eux jusqu'à la fin de saison. De toute façon, on va pas avoir trop de choix, Marco, non? Oui, comme tu dis, c'est plus par dépit que par réelle envie, mais bon, Mm. c'est des joueurs, oui, avec qui on va devoir faire avec. Je garde espoir, évidemment, sur une qualification en C1. Je pense que voilà, on reste quand même dans une bonne position pour l'obtenir. Et malheureusement, voilà, c'est ce qui fait peur, c'est qu'on va devoir se reposer sur des joueurs comme ça, sur des joueurs qui, en début de saison, on nous aurait dit que ce seraient nos titulaires. On aurait misé sur l'Europa League, voire moins. Et en Mm. fin de compte, bon, bah voilà, on n'a plus qu'à prier pour que les récentes performances relativement bonnes ou moyennes de ces joueurs bah, perdurent et qu'au final, on arrive à réussir à se qualifier en C1 et à retrouver surtout le niveau qu'on avait pour l'année 2020. On va voir aussi comment on gère la fin de saison avec pas mal de retours de blessures. On l'a dit, Ibrahimovic, pour les faire de mémoire, c'est le Makers qui est déjà de retour, Hakan qui est de retour, Leao, Rebic, bon, Leao qui est présent, mais pas en grande forme, Rebic qui va être suspendu. Au milieu de terrain, Benasser devrait pas tarder non plus à revenir. Kier, Romagnoli, c'est pareil, c'est sur le retour. Qu'au final, on peut quand même à court terme se dire qu'on peut avoir l'effectif, peut-être pas à 100% de ses moyens, mais en tout cas, les 11 joueurs présents pour finir la saison, Ibra, tu es assez optimiste là-dessus ou pour toi, on va vraiment finir l'année avec des Krunic, Meite, Castillejo et j'en passe en titulaire? Enfin, vu la chance qu'on a, je pense qu'on va finir quand même avec Krunic, Meite, Dalo et toute la bande. Mais ça dépend, comme je le dis toujours, ça dépendra de Milan Lab en fait. Parce Mm. que ceux-là, leur travail cette saison, il est catastrophique et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer la fin de saison. Ouais, c'est grave, hein. Quand tu vois vraiment l'indisponibilité tout au long de la saison, il n'y a pas un seul de nos titulaires, à part Kessié, qui a fait une saison pleine. Et Bah, Donnarumma. Et Donnarumma. je pense Vas-y. surtout à Léo qui a une gêne aujourd'hui. J'espère que c'est pas musculaire parce que si c'est musculaire, on est vraiment fichu. Parce Ouais, que oui, c'est il y a vrai. jeudi qui joue, mais après, il n'y a ni Rebic, ni Léo. On a plus de neuf. Ibra va devoir vite revenir. Mandzukic va falloir qu'il règle ses comptes avec la maman de Lukaku parce que là, c'est du vaudou, hein. À ce niveau-là, Mandzukic d'arriver cet hiver et de ne pas pouvoir jouer une seule minute quasiment. Enfin, ouais, c'est triste. Mais oui, comme tu le dis, attention parce que avec du coup cette gêne aux adducteurs de Léao qui va devoir enchaîner presque. Peut-être que Pioli va pas prendre le risque de mettre Léao. Il va profiter que la suspension de Rebic pour le mettre titulaire. Rebic, je pense que ça va jouer d'ailleurs comme ça face à Manchester. Et puis Léao, il va lui laisser une semaine. Et puis au pire, Ibra devrait être pas loin du retour. Donc peut-être anticiper le retour d'Ibra, quitte à une rechute, comme on a pu le voir avec Benasser. Il faut faire attention quand même à ces choses-là. D'autant que qui est-ce qu'on joue la semaine prochaine? La Fiorentina. La Fiorentina. Ok. Je donne un petit mot de la fin. On aurait du moins, c'est une rumeur, mais les dires de Rebic envers l'arbitre, qui donc aurait simplement dit que la maman de l'arbitre a été vue dans Naples à faire la prostituée, pour le dire d'une façon belle. Ouais. Donc, je C'est pense pas qu'on très part mal, sur hein. au moins 3 matchs de suspension pour Rebic et on pourra s'estimer heureux. C'est bien intelligent de sa part et déjà que bon, on parle beaucoup de Léo, mais Rebic, il y avait pas quoi non plus se mettre beaucoup en valeur. Enfin, il n'y avait pas de quoi non plus la ramener de manière positive.
Là-dessus, ouais, c'est une erreur bête, comme on a pu voir celle de Paqueta en 2017 qui prend un rouge et qui conteste et qui prend 3 matchs de suspension. Non, mais c'est vrai, c'est des détails. Franchement, l'absence de Paqueta avait vraiment empêché Milan et qui avait fini à 1 point de la Ligue des Champions à cause d'un pétage de câble qui a évalué ces 3 matchs de suspension. Voilà, faut faire attention avec ça parce qu'avec la profondeur de banc qu'on n'a plus avec toutes nos blessures, si l'absence de Rebic, ça part sur 3 matchs, bah ouais, c'est des détails comme ça en fait qui peuvent nous coûter. Là, c'est peut-être un titre qu'on a perdu, même je pense qu'on perd le titre ce soir avec cette défaite, parce que je ne vois pas revenir de 9 points face à l'Inter, mais c'est peut-être un peu plus grave. Donc, sans porter de l'œil, je pense que voilà, c'est des choses que Ibrahimovic il va devoir mettre le ton dessus. Voilà, il faut rester professionnel et des pétages comme ça à ce niveau-là quand tu n'es pas irréprochable et que tu n'es personne, voilà, faut faire plus qu'attention. En tout cas, merci Marco, merci beaucoup Ibra. Donc, on peut te suivre sur Twitter, Cool au Milan, je le répète, parce que tu as un tout nouveau compte, parce que l'ancien, voilà, je crois n'y est plus. Mais allez suivre Cool au Milan, Ibra Lista. Et puis, un grand merci de ta venue dans cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, du coup, on se retrouve donc jeudi en live sur Twitch sur le débrief de l'Europa League. On espère un débrief aussi bien, aussi sympa que la semaine dernière. Vous étiez plus 60 à nous suivre parce que c'était pas une victoire, mais c'était un beau match nul bien arraché avec beaucoup d'émotions. Donc, c'était super. On espère un dénouement favorable pour les Milanais. Donc, on se retrouve du coup jeudi sur Twitch après le match. Et sinon, ce sera le week-end prochain après le match de la Fiorentina. En attendant, prenez soin de vous et puis Forza Milan, ciao!